l'Orient a fasciné aussi des milieux comme ceux de Nathalie Clifford Barnet ou René Vivien, qui étaient, pour de toute autre raison, fascinés par Lesbos, par Sappho, et qui allaient passer faisaient des véritables pèlerinages en Orient, mais alors là, pour chercher un autre modèle, évidemment, de femme. Deuxième remarque, je voudrais signaler les travaux de Christelle Tarot, qui a beaucoup étudié pour le XXe siècle la prostitution coloniale, c'est-à-dire essentiellement en Algérie, au Maroc, où beaucoup de choses qui ont été évoquées ici se retrouvent évidemment dans un tout autre contexte. Voilà. Mais cette transition pour vos questions, qui sont l'essentiel maintenant. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Pour continuer dans votre question, est-ce qu'il y avait vraiment un maquillage outrancier des prostituées ou bien est-ce que, comme vous disiez, les femmes du monde se maquillaient de la même manière? Est-ce qu'il y a une différence dans le maquillage et dans l'habillement? Je ne sais pas. Mais je voudrais quand même faire une remarque à ce sujet. Elle est inspirée par un texte du grand historien de l'art Jean Laude, qui est disparu il y a quelques années, et qui faisait remarquer qu'il existait presque une sorte de... Enfin, il n'employait pas cette expression qui n'était pas encore lancée. Il y avait presque un transfert culturel entre la manière dont les femmes d'Orient se maquillaient et la manière dont les peintres presque expressionnistes, disons, du début du XXe siècle, les avaient représentées. Voilà. Bon, ce n'est pas une réponse à votre question, mais c'est quand même la marque d'un dialogue, si on peut dire, Orient-Occident. Et les femmes de ces tableaux semi-expressionnistes, enfin, ils pensaient évidemment à Van Dongen, par exemple, qui, on peut le rappeler, a illustré justement les contes des Mille et une nuits de Mardrus, et donc avec un caractère plus érotique. Et ces femmes qui la représentaient là, en effet, sont quand même très maquillées. J'ai une question pour Bertrand Tillier. Dans les périodes room que tu as montrées, c'est toujours un univers de luxe. C'est-à-dire que les clients vont vers le luxe. Or, la littérature nous montre souvent, au fond, des clients qui vont s'encanailler dans les bas-fonds. Donc, ils vont chercher... le piment érotique n'est pas le luxe, mais le monde des Apaches. Par exemple, à Charlus va chez les Apaches, il est même très déçu lorsque les Apaches ne sont pas vraiment des Apaches, sont gentils, disent laisse échapper que l'argent ira à leur vieille mère, etc. Il est très mécontent. Donc, est-ce qu'il y a, au fond, une sorte de période room paradoxale qui soit, en quelque sorte, la reconstitution des bas-fonds? Ou là, ça, c'est une colle, j'ai bien conscience. C'est une sorte de colle, oui. Ce que je peux dire, ce n'est pas vraiment une réponse que je vais te faire, mais ce que je peux dire peut-être, c'est que, évidemment, je l'ai précisé au début, je n'ai présenté une iconographie qui n'était que celle des grandes tolérances, c'est-à-dire des maisons très luxueuses, qui ne sont pas représentatives de l'ensemble des maisons de prostitution ou des maisons de rendez-vous auxquelles on pouvait accéder. Donc évidemment, ça biaise énormément les choses. Dans le genre bas-fond, ce que j'ai vu, c'est peut-être cette salle de torture que j'ai montrée, c'est-à-dire avec ce goût médiéval pour les chaînes, voilà. Mais j'ai pas vu d'autres iconographies dans le sens de ce que tu dis. Et j'ai pas vu non plus de témoignages dans le sens de ce que tu dis. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des illustrateurs fin 19e, début 20e, qui ont illustré les grands textes sur la prostitution, n'illustrent pas ces maisons, font de maisons de bien plus piètre qualité le décor des scènes qu'ils représentent.
Donc je ne réponds pas à ta question. J'ai encore une question pour Bertrand Tillier au sujet des period rooms. Je pense aux period costumes. Est-ce que les vêtements étaient fournis par la maison? Donc, si on entre dans une chambre Louis XV, il y a des perruques à louer, ou est-ce que les vêtements sont portés par les amateurs de ce genre d'endroit? Donc, si monsieur le banquier ou le député arrive pour la grotte, il arrive avec son propre foulure néandertal. Fabienne Jamet raconte dans son livre de souvenirs sur le One to Two qu'en effet, certains clients pouvaient arriver costumés en fonction de leurs envies. C'est à peu près la seule trace dans ce genre qui me vienne à l'esprit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les femmes les prostituées étaient vêtues, dans certains cas, on le sait, au Sphinx par exemple, étaient vêtues de cette manière-là. Bon, Alain Corbin a montré aussi qu'il y avait un système de dette. Hein. Les prostituées elles étaient endettées à vie, on les faisait venir, on leur faisait payer leurs vêtements, on leur faisait payer leur linge, etc. Donc tout ça était évidemment complètement organisé par les maisons closes, par les tenancières de maisons closes. Sur les clients, je pense que ça joue beaucoup plus à la marge. Mais c'est une perspective intéressante, ouais. Dans le balcon, parle justement de clients costumés en évêque, etc. Enfin, ouais. Donc peut-être effectivement qu'il y a une réalité derrière tout ça. Hein. Jean Genet est évidemment un écrivain, mais il a certainement tiré son roman de faits avérés. Oui, c'est une bonne idée, oui. Merci. Juste pour continuer, il y avait peut-être une mode, puisqu'à l'époque de Pierre Loti organisait des grandes fêtes chez lui, en déguisant tout à Rochefort, en déguisant tout l'appartement, et les personnes ne participaient au fait que les gens qui étaient costumés, et les personnes qui voulaient voir pouvaient aller sur une galerie à condition de louer le haut du costume. Voilà. Je peux. Merci. Je voulais juste savoir si les hommes qui avaient ce genre de period room et aussi d'exotica dans les maisons de rendez-vous, dans les maisons de prostitution, revenaient chez eux avec les demandes que leur chambre soit décorée de la même façon. Est-ce qu'on voit une mode qui se bâtit surtout pour le couple bourgeois vers ses habitudes et ses fantasmes? Moi, j'aurais tendance à imaginer que justement, ils voulaient changer trop. Oui. Enfin, on a tendance à penser que c'est justement pour fuir l'ordinaire qu'il allait dans ces maisons, comme ça a été dit. Et donc, il y avait une vie très différente, je pense. Moi, j'aurais tendance à penser que... Ceci dit, Madame pose une question tout à fait pertinente, qui est l'influence que les prostituées ont pu avoir sur la société en général. On le dit beaucoup, par exemple, pour les méthodes contraceptives. Les méthodes contraceptives, selon les démographes, ont été expérimentées d'abord dans les bordels, hein, et souvent colportées à la maison à partir de ces expériences-là. Alors ça, c'est évidemment très particulier, mais bon, tout est possible. Hein. Les influences peuvent s'exercer effectivement beaucoup. Enfin, moi, ce que je pense, c'est peut-être pas tellement sur les décors, mais on observe, comme ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Nathalie Barnet et tout ça, il y a quand même beaucoup de femmes du tournant 19e, 20e siècle
qui ont affectionné l'adoption du costume d'odalisque, et bien sûr, déjà, et c'est peut-être une réponse à ce que vous demandez, la femme de Mardrus, qu'il a photographiée abondamment en odalisque. Et Anna de Noailles, enfin, ça a été une mode. C'est-à-dire qu'on trouvait aussi, mais là, on s'éloigne de notre sujet, mais bon, il y avait un orientalisme, enfin, le goût d'une culture, voilà, d'une culture orientale également dans le quotidien féminin, je pense, développé par un certain nombre. C'est un orientalisme beaucoup plus, des orientalistes, comme vous dites, beaucoup plus généraux, enfin, qui, les maisons de prostitution s'insèrent dans un imaginaire beaucoup plus important. Et les femmes comme Nathalie Clifford Barnet ou Renée Vivien ou Anna de Noailles ou beaucoup d'autres, probablement ne puisaient pas nécessairement dans les maisons de prostitution. C'était autre chose. Mais ça participait à cet imaginaire oriental qui a été tellement important et que rappelle le prix Nobel, pas le prix Nobel, mais le prix Goncourt de ces jours-ci. Alors, il y a un petit passage sur une décoration de maison close, dans Boussole. Voilà. Il y a un petit passage où il parle d'une odalisque. Bon, j'évite la description, mais d'une odalisque dans une position très lascive, et c'était un panneau provenant d'une maison close. Mais c'est un roman. Merci beaucoup, Madame Christine Peltre. J'aimerais bien poser une question en regardant votre magnifique conférence. Vous avez montré beaucoup de danses d'Allemais qui était la base de la danse de Salomé de Flaubert. Et je pense que quand pensez-vous qu'il y a une sorte d'affinité subtile entre la mode de prostitution à cette époque et avec la prolifération des images, figures de femmes fatales vers la fin du siècle. Le niveau est un peu éloigné, mais c'est justement à la même époque, je crois. Voyage en Orient était déjà au milieu du 19e siècle. Et comme vous avez dit, l'orientalisme était vraiment à la mode. Et comme dans la conférence de M. Bertrand Tillier aussi, dans la période Rome, nous avons beaucoup vu l'influence de l'orientalisme aussi. Mais est-ce qu'il y a quelques relations, d'après vous, entre cette image de l'orientalisme, d'image de femmes fatales avec cette époque de la prostitution dans la ville, dans la société? Bon, la question orientale, je ne sais pas, mais il est certain que dans beaucoup de romans, on voit que les figures de femmes empruntent aux prostituées une certaine force. Je pense à Madame de Morsauf dans le livre Dans la vallée. J'étais aussi une de ces femmes perdues que les hommes aiment tant. Ou bien Madame Bovary. Bon, enfin, alors, donc voilà, même sans Orient. Oui. Manette Salomon. Oui. Oui. Avec de l'Orient. Avec de l'Orient. Oui, moi j'aurais beaucoup aimé savoir comment les femmes légitimes cohabitaient avec ce monde qu'elles ne pouvaient quand même pas ignorer. Bien qu'elles fussent vierges et arrivées toutes pures au mariage, j'imagine qu'elles ne pouvaient pas après ignorer tout ce qui se passait. Donc je voulais savoir d'une part comment elles cohabitaient avec ça et si éventuellement ça a eu aussi un retentissement sur leur comportement, leur façon de s'habiller, leur vie de femme, d'épouse et de leur relation avec leur époux. Voilà.
Là, c'est déjà... Oui, Alain Corbin pourrait mieux répondre que nous à cette question. C'était le sens un peu d'une partie de son intervention. Oui, bien sûr. En général, les femmes, dans la littérature du moins, n'ignoraient pas les frasques, les visites à la maison Tellier ou autres. Et certaines même encouragées, je crois. On nous dit qu'elles encourageaient le mari, allez un peu, quoi. Pas trop, mais elles étaient tolérantes. On nous le dit, hein, mais il n'y a pas de source, beaucoup, parce que les femmes ont moins écrit de journaux intimes et de confidences après leur mariage, comme l'a montré Michel Perrault à propos de Caroline Brand. En général, l'écriture de soi féminine s'arrête souvent au mariage, ou alors il y a la correspondance. Donc il faudrait explorer. Mais moi, j'ai vu que certains témoignages de femmes qui disaient oui, c'est comme ça, les hommes, c'est comme ça, quoi. Et effectivement, les hommes étaient comme ça. L'idée du besoin sexuel irrépressible des hommes, comme on le dit beaucoup au XIXe, a été souvent assimilée par des femmes. Hein. L'idée que c'était comme ça, comme dit Alain, la nature masculine les porte comme ça, alors autant qu'ils aient un exutoire extérieur. Au fond, c'est assez fascinant de voir le consentement qui peut se créer à l'idée d'un besoin sexuel. C'est pour ça que c'est très intéressant à étudier en termes de genre, hein, rapport masculin-féminin dans toutes les conditions. C'est encore à Alain de répondre. Il a le... Oui, je voulais le problème, c'est qu'au fond, on sait très peu de choses sur les désirs sexuels des femmes de cette époque. Elles ont... Oui, vous avez particulièrement étudié ça. Ouais. Alors... Oui. Elles en ont... Les médecins, oui. Mais les médecins, c'est quand même pas les femmes. Pas complètement. Alors, bonjour. Je voulais juste demander, pour les décors des maisons closes, je voulais savoir s'ils étaient tous réalisés par des artistes ou des artisans spécialisés dans ce genre de décors, ou est-ce qu'ils pouvaient utiliser parfois des objets d'art ou des boiseries, des décors, des tapisseries, qui étaient des tapisseries, des objets anciens, comme pour les period rooms, ou est-ce que c'était vraiment des décors créés voilà. Je crois que toutes les configurations sont envisageables. En fait, c'est essentiellement une question d'époque et de standing. Les grandes maisons comme le Chabanel ou One-to-Two faisaient évidemment appel à des décorateurs ou à des concepteurs de meubles, etc. Mais on sait par ailleurs que des maisons, alors plus au XIXe siècle, certaines maisons ont été meublées, c'est-à-dire par l'achat de mobilier, de tentures, de tapis, de bibelots, pour constituer des décors sans que ça ait nécessairement, sans que cela ait nécessité l'intervention d'un ensemblier ou d'un décorateur. Mais les sources sont très faibles, très rares sur ces questions. Je vous renvoie aux livres au pluriel, hein, qui sont édités et qui sont très riches d'un point de vue documentaire par Nicole Canet, la galerie Au Point du Jour, hein, qui vraiment a beaucoup reproduit de documents et les a aussi mis en contexte, et aussi les livres antérieurs de Romy, les histoires des maisons closes de Romy, qui sont très denses de ce point de vue-là et qui fourmillent de détails. Bonjour Michel, si vous me permettez, je suis là.
si vous permettez de revenir à la question précédente sur comment les femmes cohabitent, Gabrielle Oubre, excusez-moi, comment les femmes cohabitent avec les frasques de leur mari. Je pense que c'est aussi la question plus large de l'adultère. Et les femmes, certaines en tout cas, étaient elles-mêmes parfois occupées à leurs propres amours illicites. Et donc elles avaient aussi intérêt finalement à laisser un peu de discrétion au mari, parce qu'elles-mêmes en tiraient aussi avantage. Et sur la question de est-ce qu'il y a des maisons pour les femmes, alors on n'a pas encore parlé, je crois, de la prostitution homosexuelle, mais il faut quand même en dire un mot. Donc il y a des maisons qui existaient pour les hommes avec des hommes. On sait beaucoup moins de choses sur les femmes avec des femmes, mais on sait que ça existait également. Mais c'est vrai qu'on a pour l'instant encore une question de source. Et il y a encore tout un champ à explorer qui est les désirs des femmes de type hétérosexuel, c'est-à-dire avec des prostituées hommes. Et là, il y a effectivement encore un travail à faire de recension des sources qui échappe de préférence, là je rejoins c'est vrai Michel, qui échappe de préférence aux médecins qui avaient quand même une vue de l'esprit souvent un petit peu orientée. Et de ce point de vue-là, on préfère avoir directement les témoignages des clientes quand on en a. Voilà. Absolument, oui, vous avez tout à fait raison. Je voudrais revenir un peu en arrière parce que j'ai dit une bêtise. Je veux dire qu'il y a des sources féminines, c'est des sources épistolaires, de la correspondance. Je donnerai 5 exemples de femmes qui disent leurs désirs, etc. Marie Mattei et Gautier, Louise Collet et Flaubert, Marie Dorval et Vigny, une terrible maîtresse dont j'ai oublié le nom de Maupassant. Donc toutes ces femmes disent bien leur jouissance sexuelle. Quant aux médecins, il ne faut pas les négliger parce que, surtout durant la première moitié du XIXe siècle, la médecine clinique qui est fondée sur l'observation et le fonctionnement de la fonction génitale. Les médecins interrogent les femmes, des médecins qui par ailleurs avaient l'expérience de leurs femmes, de leur maîtresse antérieure, de leur maîtresse, etc. Et les descriptions d'un trousseau, par exemple, sur le plaisir féminin, dépassent toute la littérature érotique du XIXe siècle. Voilà, c'était un tout petit point. Du XVIIIe siècle.